Non mais par mais en fait c'est... Non parce qu'en fait non. Non mais on est obligé. Je te vois encore. Non bah en fait non mais en fait c'est... Tiens parce qu'en fait non. La dramatique histoire du sida commence en 1981 aux États-Unis. Des médecins remarquent chez de jeunes homosexuels la fréquence inhabituelle de certaines maladies rares, une forme particulière de pneumonie, la pneumocystose, et une sorte de cancer de la peau et des organes appelé sarcome de Kaposi. Pour une raison inconnue, les défenses immunitaires de ces malades sont très affaiblies. Le Centre de contrôle des maladies d'Atlanta publie en juin 1981 les premières données concernant cette maladie et crée le nom de SIDA, c'est-à-dire syndrome d'immunodéficience acquise, pour qualifier ce nouveau mal qui se répand rapidement. L'hypothèse d'un virus détruisant le système immunitaire est vite avancée. Le premier virus responsable est découvert en 1983 par l'équipe du professeur Luc Montagnier à l'Institut Pasteur de Paris. On l'appelle virus de l'immunodéficience humaine 1 ou VIH-1. Le VIH-2, un second virus, moins répandu, est identifié en 1986. À la fin 1994, on estimait qu'il y a eu en France depuis le début de l'épidémie environ 40 000 cas de sida déclarés, dont 6 600 cas nouveaux en 1994. Le nombre des personnes séropositives atteindrait 120 000. 12. Actuellement, dans le monde, on peut considérer que 80% des personnes touchées par le virus d'immunodéficience humaine ont été contaminées par des rapports hétérosexuels. Parmi les 20% qui restent, il y a la contamination par le sang, que ce soit par seringue souillée ou par des transfusions dans de nombreux pays où les tests ne sont toujours pas faits. La contamination homosexuelle représente environ 10%, mais il est vrai qu'elle est essentiellement cantonnée à l'Amérique du Nord et en Europe, où là, elle représente des fractions plus importantes de la population touchée que dans d'autres parties du monde. Aux États-Unis et en Europe, on est actuellement aux alentours de 40-50% d'homosexuels encore. La seule, mais même dans ces pays, donc Amérique du Nord et Europe, c'est la population hétérosexuelle qui est aujourd'hui soumise au taux de progression le plus important. Si le virus d'immunodéficience humaine, ou VIH, est particulièrement dangereux, c'est qu'il s'attaque directement à notre système immunitaire. Il s'installe dans certaines cellules dont le rôle est justement de nous protéger contre tous les intrus qui nous assaillent en permanence, bactéries, virus et parasites divers. Notre corps perd ses défenses peu à peu. Le premier contact avec le VIH, c'est-à-dire la contamination, passe complètement inaperçu. Parfois, des symptômes ressemblant à ceux de la grippe apparaissent au bout de quelques semaines. Un peu de fièvre, des douleurs musculaires, des ganglions et des maux de tête. Ils disparaissent spontanément. Le deuxième stade est celui de la séropositivité au VIH. Les tests de dépistage se font à partir d'un simple prélèvement de sang. Mais le test n'est fiable que s'il est réalisé plus de 3 mois après le dernier rapport ou comportement susceptible d'être contaminant. En effet, le test repose sur la détection des anticorps fabriqués par l'organisme en réaction à la présence du virus. Or, ces anticorps mettent entre 1 et 3 mois après la contamination avant d'être détectables. La personne séropositive ne ressent rien et peut rester sans symptômes de la maladie pendant plusieurs années. Ensuite, certains signes annoncent l'évolution vers le sida. Les ganglions grossissent et deviennent durs. Le déficit immunitaire s'aggrave.
Il est souvent accompagné de manifestations comme une infection de la bouche due à des champignons, de la fièvre, un amaigrissement et des diarrhées chroniques. Enfin, l'immunodéficience devient très importante, ce qui ouvre la porte aux infections que l'on appelle maladies opportunistes parce qu'elles profitent de la présence du virus. Les plus fréquentes de ces maladies sont en France la pneumocystose qui touche les poumons, la toxoplasmose qui peut provoquer des abcès dans le cerveau, des infections à cytomégalovirus, le sarcome de Kaposi et d'autres cancers. La tuberculose est également de plus en plus fréquente. C'est à ce moment-là qu'on parle de sida. On peut diviser les choses en deux parties. La première, c'est l'histoire naturelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à partir du moment où une personne est contaminée et où elle commence à développer des symptômes en dehors de tout traitement. Là, les chiffres que l'on a et qui ne sont pas susceptibles de se modifier montrent qu'après 10 ans à la suite d'une contamination, 30 à 60% des personnes qui ont été contaminées développent des symptômes physiques de cette infection. Alors, tout l'intérêt des traitements, c'est que ces traitements permettent un élargissement, un allongement de cette période que nous appelons asymptomatique, sans symptômes, sans signes physiques finalement. Hein. Donc, l'objectif des thérapeutiques aujourd'hui, c'est bien de rallonger cette période. Et c'est un processus permanent où le bénéfice continue à progresser tout au cours du temps. Le dépistage a un intérêt pour tout ce qui concerne le traitement. Le fait de se faire surveiller, de se faire suivre et de se faire traiter quand c'est nécessaire. Le sida n'est pas une malédiction. Il ne se transmet pas dans l'air ou lors d'une poignée de main comme un simple rhume. Il lui faut à la fois une porte d'entrée pour pénétrer dans l'organisme et un vecteur de transmission. Dans le cas du sida, la contamination s'effectue par le sang et les sécrétions sexuelles, c'est-à-dire le sperme et les sécrétions vaginales. La peau saine ne laisse pas passer le virus, mais une peau présentant des lésions, un eczéma, une blessure, peut lui fournir une porte d'entrée. En revanche, les muqueuses sont perméables au VIH. C'est vrai pour celles du vagin comme celles du col de l'utérus, de l'anus, du rectum et de la zone où le prépuce rejoint le gland. C'est pourquoi le principal mode de transmission du VIH est la voie sexuelle. Un seul rapport peut suffire, mais le risque augmente avec le nombre de relations sexuelles. Je crois qu'il faut être très pratique et voir et classer les choses en différentes situations. La première, c'est il n'y a pas de risque. Les situations où il n'y a aucun risque. Les situations, c'est simple, c'est soit l'abstention, mais bon, on loupe peut-être quelque chose, soit l'absence totale de pénétration. Et on peut imaginer avoir des rapports procurant du plaisir sexuel sans aucune pénétration. La masturbation, masturbation réciproque, les caresses, et finalement, je suis sûr que chacun d'entre nous a déjà eu ce type d'expérience avant d'oser ou de vouloir ou de considérer qu'il devait aller plus loin dans ses relations. Ensuite, il y a celles qui ont des risques importants, c'est celles qui ont justement une pénétration génitale. Et moi, je considérerais que cette pénétration, elle peut être génitale ou bucco-génitale. Ce risque existe, même si on pourrait considérer que les bucco-génitales sont un petit peu moins risquées que les génitales. La relation bucco-génitale, c'est de mettre le contact entre la bouche et les organes génitaux de son partenaire, que ce soit le pénis pour le garçon ou les organes génitaux de la femme, les grandes lèvres ou les muqueuses génitales de la femme avec la bouche du garçon. Également les muqueuses anales, le contact de la bouche avec les muqueuses anales
sont des relations qu'on appelle bucco-génitales. Toutes ces relations avec pénétration, je dirais, ou des relations bucco-génitales, elles sont à haut risque lorsqu'elles ne sont pas protégées. Bien entendu, la protection, c'est le préservatif dans les relations avec pénétration, éventuellement même dans les relations bucco-génitales. Alors, on peut dire que c'est moins agréable ou ça peut être plus gênant, mais on fait actuellement des préservatifs avec des goûts à la fraise, au chocolat, à la vanille. Je ne suis pas sûr que ça compense, mais c'est une possibilité aussi. Et puis, il y a toutes les relations qu'on peut considérer à moindre risque, et c'est les relations protégées, et on les appelle à moindre risque parce qu'effectivement, on n'est jamais à l'abri d'une rupture, d'un accident mécanique du préservatif. Il faut utiliser des préservatifs, mais il faut savoir quand même qu'on ne supprime pas à 100% le risque du fait de cette utilisation. Le VIH est présent dans tous les liquides organiques de la personne infectée, larmes, salive, urine. Mais il est présent en quantité insuffisante pour infecter quiconque lors des contacts de la vie professionnelle, sociale ou domestique. La douche, les toilettes, la piscine, les animaux domestiques, les objets personnels ne peuvent pas transmettre le VIH. De même, les soins médicaux chez le dentiste, l'acupuncteur ou le pédicure ne présentent aucun risque si le matériel est stérilisé ou utilisé une seule fois. Dans la vie quotidienne, il n'y a vraiment aucune raison de prendre des précautions particulières. Aucun cas de transmission du virus de l'immunodéficience humaine n'a été identifié dans les circonstances de la vie, y compris dans les conditions d'hygiène d'ailleurs mauvaises. Cela dit, c'est pas propre d'utiliser la brosse à dents de quelqu'un d'autre, ni le rasoir, ni une cuillère, pas pour le VIH, mais pour plein d'autres choses. Donc, si c'est possible, autant éviter ça, mais pas pour cette raison-là, pour d'autres. Le sang est le deuxième vecteur de transmission du VIH. La transfusion sanguine a été un facteur de contamination très important, notamment pour les hémophiles. En France, le risque de la transmission par transfusion est réduit autant qu'on ne pourra jamais le faire. Le risque zéro n'existant pas, il reste des situations techniques qui peuvent impliquer une transmission, mais il concerne un cas sur 500 000 à 1 million de transfusions. N'oublions pas malgré tout que dans la majorité des pays du monde, ce risque persiste pour les populations qui y habitent et pour les touristes qui y vont. Aujourd'hui, la contamination par voie sanguine touche d'abord les toxicomanes qui utilisent des drogues injectables et qui échangent leurs seringues. Il ne faut donc jamais réutiliser une seringue, à moins de l'avoir stérilisée à l'eau de Javel ou, quand il s'agit d'une seringue en verre, de l'avoir faite bouillir dans de l'eau pendant au moins 15 minutes. Devant le sida, les médecins sont encore désarmés, même si des traitements permettent maintenant de retarder l'évolution de la maladie. Certains traitements s'opposent à la prolifération du virus et à son entrée dans les cellules humaines. D'autres luttent contre les affections opportunistes au cas par cas. Mais il n'existe aujourd'hui ni vaccin, ni traitement capable de détruire ce redoutable virus, ni de guérir la maladie. Pour longtemps, la seule solution est donc de se protéger, notamment en utilisant des préservatifs pour toute relation avec un nouveau Pourquoi partenaire. hésiter plus longtemps? Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde sait comment le virus se transmet. Tout le monde sait, la très grande majorité des gens savent comment s'en protéger. Mais tout le monde ne pratique pas ces gestes de protection. Et il faut s'interroger sur la raison, la différence qu'il y a entre la connaissance et la pratique.
À mon sens, ce sur quoi il faudrait aujourd'hui se pencher, c'est de voir comment gérer sa propre protection, la protection de la personne que l'on aime, dans une situation où ce qui se joue surtout, c'est le plaisir. Et la protection, la prévention, ça ne peut pas se présenter comme un médicament contre le plaisir, et on ne peut pas simplement penser à la maladie et à la mort quand ce qui nous anime, c'est le plaisir et le désir. Et bien entendu, il faudrait donner les éléments à chacun de trouver l'équilibre dans la gestion justement de ce risque réel, dans une situation dans laquelle toutes nos défenses ont tendance à être abolies, cette situation de plaisir. Il faudrait arriver à parler peut-être un peu plus du plaisir, et pas simplement du risque. Non, mais en fait, c'est... Non, parce qu'en fait, non. Non, mais on est obligé.